Je m'appelle Dulce Whitford, et j'ai 28 ans. Pendant 20 ans, mes parents m'ont surnommé la lente, tandis que ma sœur, Miranda, collectionnait les diplômes de Harvard et les promesses d'héritage. Ils se moquaient de ma dyslexie lors des dîners, m'excluaient des décisions familiales, et me payaient une fraction du salaire qu'ils lui versaient. Mais, le jour de la remise des diplômes de Miranda, à l'hôtel Plaza, devant 350 invités, un inconnu m'a remis une enveloppe qui allait exposer chaque mensonge que mes parents avaient raconté sur moi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma grand-mère nous observait. Elle voyait tout. Et elle m'a laissé quelque chose qui allait renverser, complètement, l'empire Whitford. Les Whitford représentaient la vieille fortune de Manhattan, le genre de famille dont le nom apparaît sur les ailes des hôpitaux et les plaques de musées. Mon père, Gerald Whitford, dirigeait Whitford Property, un empire immobilier commercial que ma grand-mère, Eleanor, avait bâti à partir d'un seul bureau à Brooklyn, en 1965. En 2024, l'entreprise était valorisée à 92 millions d'euros. Je suis né avec une dyslexie, diagnostiquée à l'âge de 7 ans. Les lettres sur les pages nageaient et se réorganisaient, transformant de simples phrases en énigmes, que je mettais 3 fois plus de temps à résoudre que les autres enfants. La réponse de mes parents n'a pas été le soutien, mais la honte. Quand j'avais 12 ans, ils ont engagé des tuteurs pour Miranda, des cours de violon à Juillard, des cours d'immersion en français, et une préparation au SAT avec un diplômé de Princeton, qui facturait 400 € de l'heure. Quand j'ai posé des questions pour obtenir de l'aide pour ma lecture, ma mère, Priscilla, a simplement soupiré. Dulce, nous avons déjà tellement dépensé en spécialistes. À un moment donné, nous devons accepter que certains enfants ne sont tout simplement pas faits pour les études. J'avais 12 ans, et je l'ai cru. Alors, j'ai appris à m'adapter par moi-même. Les livres audio sont devenus ma bouée de sauvetage. J'ai développé un système de notes visuelles, de diagrammes et de schémas, qui m'ont aidé à traiter l'information d'une manière que la lecture traditionnelle ne permettait pas. Et, chaque dimanche après-midi, je prenais le train jusqu'à l'appartement de ma grand-mère Eleanor, dans l'Upper West Side, où elle s'asseyait avec moi pendant des heures, m'expliquant des concepts à travers des histoires plutôt que des manuels. Dully, m'a-t-elle dit un jour, sa main ridée couvrant la mienne, tu lis plus lentement que la plupart, mais tu vois des choses que les autres manquent. Ce n'est pas un handicap, ma chérie. C'est une forme de vision différente. Je ne comprenais pas totalement ce qu'elle voulait dire. Je finirais par le comprendre, mais d'abord, je devais survivre à 19 autres années passées en tant que secret embarrassant de la famille Whitford. Noël 2018. 20 membres de la famille étaient réunis autour de la table en acajou, dans la maison de ville de mes parents, dans l'Upper East Side. Lustre en cristal, dîner de traiteur, la performance annuelle de la perfection de la famille Whitford. Mon père se tenait en bout de table, son verre de vin levé. J'aimerais faire une annonce, a-t-il dit, sa voix portant cette autorité de salle de conseil, qu'il portait comme une seconde peau. Miranda a été acceptée à la faculté de droit de Harvard. Avec une bourse complète. Applaudissements. Cris de joie. Miranda a rougi avec une modestie travaillée. Ma fille aînée, a continué Gerald, rayonnant, sera la première Whitford à fréquenter Harvard depuis 3 générations. Elle va mener cette famille, et cette entreprise, vers des sommets extraordinaires. Encore des applaudissements. L'oncle Richard a tapoté l'épaule de Miranda. La tante Catherine a essuyé ses yeux avec une serviette. Puis, le regard de mon père a dérivé vers le bas de la table. Vers moi. Et Dully, il a marqué une pause. La chaleur dans sa voix s'est évaporée. Eh bien, Dully est là aussi. Quelques membres de la famille ont ricané. Des rires doux et inconfortables, le genre de rire que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Miranda ne m'a pas défendu. Elle a ri avec eux. J'ai fixé mon assiette. L'agneau rôti est devenu flou à travers les larmes que je refusais de laisser couler. Sous la table, une main a trouvé la mienne. Des doigts fins, une peau de papier. Grand-mère Eleanor, assise en face de moi, a serré doucement. Quand j'ai levé les yeux, son regard contenait quelque chose de féroce, quelque chose qui ressemblait presque à de la furie dirigée contre son propre fils. Elle n'a rien dit, pas à ce moment-là. Mais 3 mois plus tard, elle m'a appelé à son appartement, disant qu'elle devait me montrer quelque chose d'important. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce dîner de Noël, ce moment de cruauté décontracté devant 20 témoins,
avait déclenché quelque chose qui mettrait 5 ans à exploser. Après avoir été diplômé d'une université d'État en 2022, pas une université de l'Ivy League, jamais une Ivy, j'ai postulé pour un poste chez Whitford Property. Je voulais prouver que je pouvais contribuer, que l'entreprise familiale pouvait aussi être ma voix. Mon père a accepté de m'engager comme assistante administrative. Salaire, 42 000 € par an. Le même mois, Miranda a rejoint l'entreprise en tant que directrice juridique. Son salaire, 280 000 €, plus les bonus. Mon travail consistait à photocopier des documents, réserver des salles de conférence, et aller chercher du café pour des cadres qui n'ont jamais appris mon nom. Je n'étais invité à aucune réunion, on ne me montrait jamais le moindre contrat. Mais j'observais, et j'écoutais. J'ai découvert quelque chose sur moi-même durant ces longues heures dans la salle de reprographie. Je pouvais repérer des schémas que les autres manquaient. Quand les cadres discutaient de transactions dans le couloir, je dessinais des diagrammes sur les relations entre les parties, les flux d'argent, et les conflits potentiels. Une compétence que j'avais développée pour compenser mes difficultés de lecture était devenue tout autre chose. Grand-mère Eleanor m'avait appris cela. Durant ces dimanches après-midi dans son appartement, elle étalait de vieux contrats datant des débuts de l'entreprise et me montrait comment les lire pas mot à mot, mais comme des systèmes, comme des structures. Ton père lit les contrats comme un avocat, m'a-t-elle dit un jour en 2019, juste avant que sa santé ne commence à décliner. Il cherche ce qu'il peut exploiter. Toi, tu les lis comme une architecte. Tu vois comment toutes les pièces s'emboîtent. Ce même jour, elle m'avait remis une petite boîte en bois, en acajou avec des charnières en laiton. Garde cela précieusement, avait-elle dit. Ne l'ouvre pas encore. Quand tu en auras besoin, tu le sauras. J'avais emporté la boîte chez moi, je l'avais rangée dans mon placard, et j'avais essayé d'oublier le poids étrange de ses paroles. Mars 2019, appartement de grand-mère Eleanor. Grand-mère. Elle avait 82 ans à l'époque, sa silhouette autrefois vigoureuse s'était amincie, ses cheveux argentés étaient vaporeux contre l'oreiller de son fauteuil, mais ses yeux perçants et savants n'avaient pas faibli du tout. Assieds-toi, du lit. Je me suis assise en face d'elle, dans le salon où j'avais passé tant de dimanches après-midi. Les murs étaient couverts de photographies, Eleanor posant la première pierre de sa première propriété à Brooklyn en 1965, Eleanor serrant la main du maire Koch, Eleanor acceptant un prix aux femmes d'affaires en 1987. Pas une seule photo de mon père aux commandes. J'ai bâti Whitford Property à partir de rien, a-t-elle dit, sa voix portant des décennies d'acier. Un bureau, une secrétaire, 60 ans de travail. Ton père. Elle a marqué une pause, et quelque chose d'amer a traversé son visage. Ton père en a hérité. Il ne l'a pas bâti. Il ne comprend pas ce que signifie créer quelque chose. Grand-mère, il juge les gens sur leurs références, leurs diplômes, leur capacité à performer dans les salles de conseil. Elle s'est penchée en avant. Je juge les gens sur la façon dont ils traitent ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et toi, Dulce, tu es la seule dans cette famille qui sait être gentille. Elle a pressé la boîte en bois dans mes mains. Il y a quelque chose à l'intérieur qui pourrait t'aider un jour, mais pas encore. Tu n'es pas encore prête. Et Gérald non plus. Sa prise s'est resserrée. Quand le moment viendra, quand il te montrera exactement qui il est, tu sauras quoi faire. Je voulais lui demander ce qu'elle voulait dire, ce qu'il y avait à l'intérieur, pourquoi elle m'avait choisi, mais elle a changé de sujet, a commencé à parler de la météo, de son jardin, du livre qu'elle lisait. 18 mois plus tard, elle était partie. Un cancer du pancréas. J'ai tenu sa main dans l'hospice, seul membre de la famille à son chevet. La boîte est restée fermée dans mon placard. Avril 2024. L'email est arrivé un mardi après-midi. Objet, restructuration de poste, confidentiel. Chère Madame Whitford. Dans le cadre de notre optimisation organisationnelle en cours, votre poste actuel sera supprimé. Effectif au 1er juillet 2024. Les RH vous contacteront concernant les options de licenciement. Je l'ai lu 3 fois. Les lettres nageaient, se réorganisaient, et se fixaient de nouveau sur le même message dévastateur. Ils me licenciaient. Ce soir-là, je suis resté tard pour organiser des dossiers que personne ne regarderait jamais. À travers la cloison mince séparant mon box du bureau de mon père, j'ai entendu des voix. Gérald et Priscilla.
On ne peut pas l'avoir ici quand Miranda prendra la relève, disait mon père. Ça fait mauvais genre. La sœur de la PDG travaillant comme secrétaire. Les gens vont poser des questions. Quel genre de questions? Pourquoi elle n'est pas dans la direction? Pourquoi nous ne l'avons pas promue? Une pause. Pourquoi elle est comme elle est? La réponse de ma mère est venue douce, presque gentille. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour elle, Gérald. Certains enfants n'ont tout simplement pas ce qu'il faut. Exactement. Donc, elle doit partir. Nous lui donnerons une indemnité généreuse. Elle pourra trouver autre chose. Quelque chose de plus adapté à ses capacités. J'ai pressé ma paume contre le mur. 42 000 € par an. Mon studio dans le Queens, partagé avec 2 colocataires, coûtait 1 800 € par mois. Pas d'économie, pas de filet de sécurité. Si je perdais cet emploi, je serais à la rue d'ici 2 mois. Mais ce n'était pas l'argent qui me serrait la poitrine. C'était la prise de conscience qui s'installait dans mes os comme du givre. Si je les laissais faire, si j'acceptais leur version de qui j'étais, je passerais le reste de ma vie comme l'échec de la famille. Non pas parce que j'avais réellement échoué, mais parce qu'on ne m'avait jamais donné la chance de réussir. La fête de remise des diplômes de Miranda avait lieu demain. Je me demandais quelles autres annonces mon père avait prévues. 15 mai 2024. L'Hôtel Plaza, grande salle de bal. 350 invités remplissaient la pièce dorée. Partenaires d'affaires, investisseurs, avocats de grands cabinets, membres de la famille éloignée que je reconnaissais à peine. Les lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur les nappes de soie. Un orchestre de 12 musiciens jouait du gershwin dans un coin. C'était le royaume de Gerald Whitford, sa scène, l'endroit où il jouait son rôle de patriarche, de magnate, de l'homme qui avait tout. Je me tenais à l'entrée, tirant sur l'ourlet de ma robe noire, simple, 79 € chez Zara, le maximum que je pouvais me permettre avec mon salaire. Tous les autres brillaient dans des robes de créateurs et des smokings sur mesure. Ma mère m'a intercepté avant que je ne puisse trouver une place. Dulce. Le regard de Priscilla a voyagé de mon maquillage de supermarché à mes talons éraflés, ses lèvres pressées en une ligne fine. Tu n'as rien trouvé de mieux. C'est ce que j'ai. Eh bien, elle a ajusté son bracelet Cartier. Tu seras à la table 27, près de l'entrée de service. Essaie de ne pas attirer l'attention sur toi. Bien sûr. Et Dulce. Elle s'est penchée plus près, son Chanel numéro 5 devenant étouffant. Ce soir, c'est la soirée de Miranda. Quoi que tu ressentes, quel que soit le ressentiment auquel tu penses avoir droit, garde-le pour toi. Ne nous embarrasse pas. Elle s'est éloignée avant que je ne puisse répondre. La table 27 était au fond de la salle de bal, partiellement cachée derrière un pilier. Mes compagnons de table étaient des cousins éloignés que j'avais rencontrés peut-être 2 fois. De mon siège, je pouvais voir la scène principale, le portrait massif de Miranda dans sa tenue de Harvard, la bannière indiquant « Félicitations, Miranda Whitford, promotion de droit de Harvard 2024 ». Et, près de l'entrée, se tenant seul près de la porte, un homme aux cheveux argentés dans un costume gris. Il ne se mêlait pas aux autres, ne mangeait pas, il observait simplement. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la pièce bondée. Un frisson a parcouru mon échine. À 20h30, l'orchestre s'est arrêté. Les lumières ont baissé. Un projecteur a illuminé la scène où mon père se tenait, une flûte de champagne levée. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer une jeune femme extraordinaire. Les applaudissements ont commencé avant même qu'il ne finisse sa phrase. Miranda a terminé dans les premiers 5% de sa promotion à la faculté de droit de Harvard. Elle a effectué un stage auprès du juge Reynolds. Et, le mois dernier, elle a intégré le parcours d'associé chez Sullivan et Cromwell en un temps record. La voix de Gérald s'est gonflée de fierté. Mais ce soir, je ne célèbre pas seulement ses accomplissements. J'annonce son avenir. Miranda la rejoint sur scène, rayonnante dans un Valentino émeraude. Avec effet immédiat, Miranda Whitford héritera de l'intégralité de mon patrimoine à mon décès. Cela inclut notre résidence familiale au 740 Park Avenue, actuellement évaluée à 13 millions d'euros. Une Tesla Model S Plaid. Et plus important encore. Il a marqué une pause pour les faits.
Le poste de PDG de Whitford Property quand je prendrai ma retraite. La salle a explosé. Ovation debout, flash d'appareil photo. Miranda a tamponné ses yeux avec une grâce théâtrale. 350 personnes célébraient, et pas une seule ne jetait un regard vers la table 27. La cousine à côté de moi, une femme que j'avais rencontrée à un enterrement il y a 8 ans, s'est penchée. Dully, c'est ça? Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Que pouvais-je dire? Que je venais d'être officiellement effacé de ma propre famille. Que la lettre de licenciement dans ma boîte de réception n'était que le début? Que chaque peur que j'avais eue d'être inutile venait d'être confirmée devant tout ce qui comptait? Les applaudissements se sont calmés. Miranda a serré notre père dans ses bras. Les caméras ont cliqué. Et, à travers la foule, l'homme aux cheveux argentés à la porte a commencé à marcher vers moi. Lentement, délibérément, comme s'il avait attendu ce moment exact. L'homme s'est arrêté à ma table. De près, je pouvais voir qu'il était plus vieux que je ne le pensais, début de la soixantaine, avec des yeux profonds et la posture soignée de quelqu'un qui avait passé sa vie dans les tribunaux. Mademoiselle Whitford? C'est moi. Je me suis redressé sur ma chaise. Je peux vous aider? Je m'appelle Jonathan Ellis. Il a sorti une carte de visite de sa poche de poitrine. Couleur crème, gaufrée. Morrison et Blake. Avocat. J'étais l'avocat de votre grand-mère. Ma grand-mère. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Eleanor est décédée il y a 3 ans. Je le sais. Il ne s'est pas assis. N'a pas adouci son ton. Elle a laissé quelque chose pour vous, avec des instructions très spécifiques sur le moment de la remise. De l'intérieur de sa veste, il a produit une enveloppe crème, de papier épais, scellée avec de la cire rouge portant un sceau de notaire. Qu'est-ce que c'est? Son testament. Le vrai. Sa voix a baissé. Celui dont votre père ignore l'existence. J'ai fixé l'enveloppe. Le sceau du notaire indiquait « Morrison et Blake ». 12 septembre 2019. 5 mois après ce dimanche après-midi dans son appartement. 5 mois après qu'elle m'ait remis la boîte en bois. Je ne comprends pas. Votre grand-mère m'a donné des instructions explicites. Je devais livrer ce document le jour où votre père vous déshériterait publiquement. Ellis a jeté un regard vers la scène où Gérald et Miranda savouraient encore les applaudissements. Je crois que cela vient de se produire. Mes mains tremblaient alors que je prenais l'enveloppe. Monsieur Ellis, qu'y a-t-il là-dedans? Pour la première fois, quelque chose ressemblant presque à de la chaleur a brillé dans ses yeux. Madame Eleanor m'a dit de vous dire, donnez ceci à Dulce le jour où Gérald lui montrera exactement qui il est. D'ici là, elle sera prête. Il a ajusté sa cravate. Je serai disponible quand vous aurez des questions. Vous avez ma carte. Puis il s'est retourné et s'est éloigné, disparaissant dans la foule. Je ne pouvais plus respirer dans cette salle de bal. J'ai poussé la porte de service, trouvé un couloir vide près de la cuisine. Des néons bourdonnaient au-dessus de moi. Les sons de la célébration n'étaient plus qu'un bourdonnement lointain. Mes doigts tremblaient alors que je brisais le seau de cire. À l'intérieur, 3 pages de texte juridique dense. Une signature notariée. Une date, 12 septembre 2019. J'ai lu lentement, attentivement. Les lettres nageaient, mais je les ai forcées à se mettre au point. Je sous-signais, Eleanor Margaret Whitford, saine d'esprit et de corps, révoque par la présente tous les documents testamentaires précédents, et déclare ceci être mon dernier testament. Mes yeux se sont arrêtés sur un paragraphe vers le milieu. À ma petite fille, Dulce Ann Whitford, je lègue 51% de mes parts dans Whitford Property LLC, actuellement valorisées à environ 47 millions d'euros, ainsi que tous les droits de vote qui y sont associés. Je l'ai lu encore. Et encore. 51% des parts de contrôle. Le testament continuait. Ce legs est fait en pleine connaissance du traitement que mon fils Gérald inflige à Dully. Elle a été exclue, rabaissée et privée d'opportunités, non par manque de capacité, mais par manque de soutien. Dully n'est pas lente. Dully a été abandonnée. Et je ne permettrai pas aux préjugés de son père de perdurer après ma mort. Un sanglot est resté coincé dans ma gorge. Grand-mère avait vu. Elle avait tout vu.
Condition, pour activer ce legs, Dully doit formellement demander une réunion d'urgence du conseil d'administration dans les 72 heures suivant la réception de ce document. Tout manquement à agir dans ce délai rendra ce testament nul et non avenu, et tous les actifs seront transférés selon mon testament de 2015. 72 heures. La date limite tomberait à 20h30 le 18 mai. Je me suis appuyé contre le mur froid, le document serré contre ma poitrine. Ma grand-mère m'avait donné une arme. Maintenant, je devais décider si j'étais assez courageuse pour m'en servir. Jonathan et Lys attendaient au vestiaire quand je suis sorti. Vous l'avez lu. La clause des 72 heures. Ma voix a craqué. Pourquoi a-t-elle mis cela? Votre grand-mère vous connaissait, mademoiselle Whitford. Il m'a tendu une seconde carte. Celle-ci avec un numéro de portable personnel écrit à la main au dos. Elle savait que si elle vous donnait un temps illimité, vous pourriez vous convaincre de ne pas agir. Le délai n'est pas une punition. C'est une permission. La permission d'arrêter d'attendre que votre famille change d'avis sur vous, et de prendre ce qui vous revient de droit. Il a vérifié sa montre. La date limite est 20h30, le 18 mai. Dans 3 jours. Si vous voulez poursuivre, vous devrez soumettre une demande formelle pour une réunion d'urgence du conseil d'administration. Je peux vous aider à la rédiger. À travers les portes de la salle de bal, je pouvais voir mon père encore sur scène, posant pour des photos avec Miranda. Ma mère circulait parmi les invités, acceptant des félicitations comme si elle les avait méritées elle-même. Si je faisais cela, si j'invoquais le testament, je détruirais chaque relation qu'il me restait. Mes parents ne me le pardonneraient jamais. Miranda y verrait une trahison. Mais si je restais silencieuse, j'accepterais leur verdict. Je deviendrais exactement ce qu'ils avaient toujours dit que j'étais, l'échec, la lente, la fille qui n'avait pas d'importance. Mademoiselle Whitford. La voix d'Ellis a coupé court à mes pensées. Votre grand-mère croyait en vous. Elle a passé les 3 dernières années de sa vie à se préparer pour ce moment. La question est, croyez-vous en vous-même? J'ai regardé le testament dans mes mains, l'élégante signature de la femme qui m'avait tenu la main sous les tables de Noël, et m'avait appris à lire les contrats comme de l'architecture. Je vous appelle demain, ai-je dit. Nous demandons cette réunion du conseil. Ellis s'est autorisé un petit sourire. Elle avait dit que vous le feriez. Je vais m'arrêter ici un court instant. Si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui étaient censées croire en vous, si vous savez ce que l'on ressent quand on est rejeté, je veux que vous écriviez le mot assez ci-dessous. Faites-moi savoir que je ne suis pas seul dans ce cas. Et si vous voulez voir ce qui s'est passé quand je suis entré dans cette salle de conseil, continuez à regarder, car nous ne faisons que commencer. Maintenant, retour à l'histoire. Cette nuit-là, de retour dans mon petit appartement du Queens, j'ai enfin ouvert la boîte en bois. Mes colocataires dormaient. La seule lumière venait du réverbère à l'extérieur de ma fenêtre, projetant des rayures oranges sur mon lit où j'étais assise en tailleur, la boîte en acajou sur mes genoux. Les charnières en laiton ont grincé alors que je soulevais le couvercle. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur le papier personnel d'Eleanor, un document décoloré portant un tampon de 1965, et une clé USB, élégante et moderne, visiblement ajoutée bien plus tard. J'ai d'abord pris la lettre. Ma très chère Dulce. Si tu lis ceci, c'est que Jonathan a fait son travail, et que ton père a fait exactement ce que je craignais qu'il fasse. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de mon vivant, mais je peux te protéger maintenant. Le document s'y joint est l'accord de partenariat original de 1965, lorsque j'ai fondé Whitford Property avec 2 collègues décédés depuis longtemps. Ton père ne l'a jamais vu. Il établit que les actions des fondateurs portent des droits de vote permanents, qui ne peuvent être dilués ou transférés sans l'approbation du conseil d'administration. La clé USB contient autre chose, quelque chose que ton père espérait que j'aurais oublié. En 2018, Gérald a proposé une résolution pour réduire mes droits de vote de 51% à 10%. Sa raison affichée, j'étais trop vieille pour comprendre le monde des affaires modernes. La vraie raison, il voulait le contrôle, et je le gênais. Le conseil a rejeté sa proposition par 2 voix. J'étais l'une de ces voix. Je n'ai jamais oublié ce qu'il a tenté de faire. Et je ne lui ai jamais pardonné la façon dont il t'a traité pour le justifier. Comme si te diminuer prouvait d'une manière ou d'une autre que j'étais inapte. Utilise cela avec sagesse, Dulce. Pas pour la vengeance. Pour la justice.
Avec tout mon amour. Grand-mère Éléanore. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Le fichier s'intitulait « Procès-verbal du conseil d'administration, mars 2018 ». PDF. La tentative de mon père de dépouiller sa propre mère de son pouvoir. Une preuve documentée et horodatée. 16 mai, 9h. Margaret Coleman a répondu à la deuxième sonnerie. Julie Whitford. Sa voix portait le râle de quelqu'un qui avait fumé pendant des décennies et ri encore plus longtemps. Je me demandais quand vous appelleriez. Vous savez qui je suis. Ma chérie, ta grand-mère et moi avons bâti la moitié de Brooklyn ensemble dans les années 70. Elle parlait de toi constamment. Une pause. Elle m'a aussi parlé du testament il y a 3 ans, juste avant de partir. J'ai serré mon téléphone plus fort. Alors vous savez ce que je m'apprête à faire. Je sais ce que vous envisagez de faire. Il y a une différence. Le ton de Margaret a changé. Plus tranchant maintenant, plus professionnel. Vous voulez demander une réunion d'urgence du conseil d'administration? Cela nécessite que 3 membres du conseil signent la pétition. J'en suis un. Il m'en faut 2 autres. Pouvez-vous m'aider à les trouver? Je peux faire mieux que ça. J'ai entendu des papiers s'agiter en arrière-plan. Gerald Whitford n'est pas aussi populaire qu'il le pense. Son style de gestion est, appelons-le autocratique. Au moins 4 membres du conseil ont exprimé des inquiétudes en privé. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui fasse le premier pas. L'espoir a jailli dans ma poitrine. Qui? Richard Holloway. Suzanne Parker. Ils ont tous deux fait les frais du tempérament de Gerald lors de séances à huis clos. Je vais passer quelques appels. Une autre pause. Julie, je veux que vous compreniez une chose. Cela ne va pas être plaisant. Votre père va se battre. Votre sœur va se battre. Ils diront des choses terribles. Ils disent des choses terribles depuis toujours. Au moins, maintenant, je peux y répondre. Margaret Harry. Un son chaleureux et sincère. Éléanore disait toujours que tu avais de l'acier sous tout ce calme. Je commence à voir ce qu'elle voulait dire. Elle s'est raclée la gorge. J'aurai la pétition prête pour ce soir. Demande de réunion du conseil, 18 mai, 10h, Whitford Tower, 42e étage. Merci, Margaret. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand vous serez assise dans cette salle de conseil. 17 mai. Gerald a découvert la réunion du conseil à 16h. Je le sais parce que Miranda m'a appelé 45 minutes plus tard, sa voix tendue par une fureur contenue. Qu'est-ce que tu as fait? J'étais assise dans mon box chez Whitford Property, faisant semblant d'organiser des dossiers. Je ne vois pas de quoi tu parles. Papa vient de recevoir un avis de la secrétaire du conseil. Réunion d'urgence demain. Demandé par Margaret Coleman et 2 autres directeurs. Une pause. Tranchante comme du verre brisé. Margaret Coleman n'a rien demandé depuis 15 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être qu'elle a des inquiétudes concernant la gestion de l'entreprise. Ne joue pas avec moi, Julie. Le calme de Miranda s'est brisé. Si tu essaies de nous embarrasser, d'essayer de faire une sorte de scène. Je fais juste mon travail, Miranda. Comme d'habitude. Elle a raccroché sans dire au revoir. 20 minutes plus tard, Gerald a passé en trompe devant mon box en direction de son bureau. Il ne m'a pas regardé, n'a pas reconnu mon existence, a juste claqué sa porte assez fort pour faire trembler les fenêtres à travers le mur. Je l'ai entendu au téléphone. Ridicule perte de temps. Margaret devient probablement sénile. Nous répondrons à ses inquiétudes et passerons à autre chose. Non, je ne suis pas inquiet. Julie? Mon Dieu, Miranda, elle peut à peine lire un tableur. Elle n'est une menace pour personne. J'ai souri. Pour la première fois en 28 ans, être sous-estimé ressemblait à un avantage. Ce soir-là, dans mon appartement, je me suis préparé. J'ai imprimé 3 copies du testament. J'ai téléchargé le procès-verbal du conseil de 2018 sur mon téléphone comme sauvegarde. J'ai écrit une brève déclaration, pas une accusation, juste une présentation de faits. Jonathan Ellis a confirmé qu'il serait présent en tant qu'avocat authentificateur.
Margaret a envoyé un SMS à 23 heures, pétition déposée. À demain. Ta grand-mère serait fière. J'ai à peine dormi, mais pour une fois, ce n'était pas l'anxiété qui me tenait éveillé. C'était l'anticipation. 18 mai 2024. 9h45. Whitford Tower. L'ascenseur s'est ouvert sur le 42e étage. Des fenêtres du sol au plafond. Du marbre italien. Le genre d'opulence d'entreprise conçue pour intimider. Je suis sorti, vêtu d'un blazer gris emprunté celui de ma colocataire, de taille trop grand portant un porte-document en cuir que j'avais acheté chez Goodwill pour 12 €. Le garde de sécurité à la porte de la salle de conseil a levé la main. Votre nom? Julie Whitford. Il a vérifié sa tablette, a froncé les sourcils. Vous n'êtes pas sur la liste des participants autorisés. Je suis employé de Whitford Property et j'ai des affaires à traiter avec le conseil. Mademoiselle, c'est une réunion restreinte. Je ne peux pas vous laisser. Y a-t-il un problème? C'était la voix de Miranda derrière moi. Je me suis retourné. Elle était impeccable. Tailleur bleu marine, carré Hermès, l'uniforme de quelqu'un qui a sa place dans les salles de conseil. Julie? Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai des informations à présenter au conseil. Des informations? Miranda a ri. Un son sec et calculé. Sur quoi? Tu travailles à la salle de reprographie. La nature de ma présentation est confidentielle. Tu ne sais même pas ce que signifie roi. Retour sur investissement. Ce n'est pas si compliqué. Le sourire de Miranda a vacillé. Avant qu'elle ne puisse répondre, notre père est apparu au bout du couloir, flanqué de 2 cadres supérieurs. Que se passe-t-il ici? Dulce veut assister à la réunion du conseil, a dit Miranda. J'expliquais juste que ce n'est pas possible. Gérald m'a regardé comme il le faisait toujours, comme si j'étais une tâche qu'il ne parvenait pas tout à fait à nettoyer. Julie, retourne à ton bureau. Cela ne te concerne pas. En fait, a lancé une voix depuis l'intérieur de la salle de conseil, si. Margaret Coleman est apparue dans l'encadrement de la porte. 72 ans, cheveux argentés, se tenant avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui bâtissait des empires quand Gérald portait encore des couches. Je l'ai invitée. Elle est légitime pour s'adresser au conseil. Margaret a souri. Laissez-la entrer. La mâchoire de Gérald s'est contractée. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait physiquement bloquer la porte, mais Margaret Coleman était membre du conseil depuis 32 ans. Son autorité dans cette pièce dépassait la sienne. Très bien. La voix de mon père était de glace. Laissez-la parler. Nous verrons combien de temps il lui faut avant de s'embarrasser elle-même. La salle de conseil était plus petite que je ne l'avais imaginé. Une table ovale en noyer poli. 12 chaises en cuir. Des portraits d'anciens dirigeants sur les murs, y compris, j'ai remarqué, celui de ma grand-mère Éléanore, dont les yeux peints semblaient m'observer de dessus la cheminée. 12 membres du conseil ont pris place. Gérald en bout de table, Miranda à sa droite, pas encore officiellement membre du conseil, mais positionnée comme l'héritière présomptive. J'ai été dirigé vers une chaise tout au bout, la table des enfants ou de la gouvernance d'entreprise. Dans un coin, Jonathan Ellis était assis avec sa mallette. Il a capté mon regard, a hoché la tête une fois. Robert Hartley, le président du conseil, un homme distingué d'une 60aine d'années qui avait connu ma grand-mère pendant des décennies, a ouvert la séance. Cette réunion d'urgence a été demandée par Margaret Coleman, Richard Holloway et Susan Parker. Margaret, vous avez la parole. Margaret s'est levée. Merci, Robert. Je serai brève. Elle a fait un geste vers moi. La question que je souhaite aborder concerne un document récemment mis au jour, un document qui affecte la structure de propriété de cette entreprise. Je cède mon temps de parole à mademoiselle Julie Whitford. Tous les regards se sont tournés vers moi. Miranda a souri avec mépris. Gérald s'est renversé dans sa chaise avec un ennui théâtral. Je me suis levé. Mes mains étaient plus stables que je ne l'espérais. Merci, Madame Coleman. Et merci au conseil de me permettre de parler. J'ai ouvert mon porte-document. Ce que je m'apprête à présenter pourrait en surprendre certains.
Je demande seulement que vous écoutiez les preuves avant de tirer des conclusions. Gérald a soupiré de manière audible. Je l'ai ignoré. Avant que je puisse continuer, mon père a levé la main. Je suis désolé, Robert, mais avant de gaspiller le temps précieux du conseil. Gérald s'est levé, boutonnant sa veste avec une lenteur délibérée. Je dois apporter un peu de contexte. Dulce est ma fille. Sa voix portait cette chaleur condescendante qu'il utilisait pour les clients difficiles. Et je l'aime, mais elle n'est pas qualifiée pour s'adresser à ce conseil sur un quelconque sujet d'affaires. Elle occupe un rôle administratif. Elle n'a aucune formation juridique, aucun bagage financier, aucune expérience stratégique. Miranda est intervenue, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. Dully est aussi dyslexique. Elle a du mal avec la lecture. Nous avons essayé de la soutenir, mais... Elle a haussé les épaules élégamment. Certaines limites ne peuvent pas être surmontées par le seul effort. Quelques membres du conseil ont remué, mal à l'aise. Ce que nous voyons ici, a continué Gérald, c'est une jeune femme perturbée qui cherche à attirer l'attention, peut-être à cause de l'annonce lors de la fête de Miranda. La jalousie entre sœurs. Monsieur Whitford. La voix de Robert Hartley a tranché comme un marteau. Vous aurez l'occasion de répondre, mais mademoiselle Whitford a demandé ce temps, et elle est en droit de l'utiliser. Gérald s'est rassis. Son expression promettait des conséquences. Miranda a capté mon regard et a articulé silencieusement, « Tu es en train de t'afficher ». Je les ai regardés tous les deux, mon père, ma sœur, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid, de plus clair. Ils n'essayaient pas de me protéger. Ils n'essayaient même pas de protéger l'entreprise. Ils essayaient de protéger leur version de l'histoire, la version où je n'étais rien. Merci, monsieur Hartley. J'ai sorti le document de mon porte-document. Je ne discuterai pas de mes capacités de lecture aujourd'hui. Je vais discuter de ceci. J'ai brandi le testament. La pièce est tombée dans le silence. Ceci est le dernier testament d'Eleanor Margaret Whitford, fondatrice de cette entreprise, notarié le 12 septembre 2019. Le visage de Gérald s'est vidé de ses couleurs. C'est impossible. La voix de Gérald est sortie étranglée. Le testament de ma mère a été exécuté en 2015. J'en ai une copie. Vous avez une copie de son précédent testament. J'ai gardé une voix calme, clinique. En vertu du droit des successions de New York, un testament valide ultérieur révoque automatiquement tout document testamentaire antérieur. Ce testament. Je l'ai placé sur la table, a été exécuté 4 ans après celui que vous possédez. J'ai fait glisser le document vers Robert Hartley. Monsieur Ellis, j'ai désigné Jonathan, qui s'est levé de son siège dans le coin. Pourriez-vous confirmer l'authenticité de ce document? Jonathan s'est approché de la table. Je suis Jonathan Ellis, associé chez Morrison & Blake. J'ai été l'avocat personnel d'Eleanor Whitford de 2008 jusqu'à son décès en 2021. Je peux confirmer que ce testament a été signé en ma présence le 12 septembre 2019. Il a été certifié par 2 notaires indépendants et l'original est conservé sous séquestre chez Chase Private Client. Robert Hartley a étudié le document. Ses sourcils se sont levés. Ce testament lègue 51% des parts de Whitford Property à... Il a levé les yeux vers moi. À vous, mademoiselle Whitford. Des murmures ont parcouru la table. C'est un faux, a dit Miranda, mais sa voix avait perdu son assurance. Ce n'en est pas un. La réponse de Jonathan a été immédiate. Et je vous déconseille de lancer des accusations de fraude sans preuve, mademoiselle Whitford. La réputation de Morrison & Blake parle d'elle-même. Gérald a frappé la table du plat de la main. C'est absurde. Ma mère était malade. Elle était manipulée. Manipulée? J'ai sorti mon téléphone. Peut-être aimeriez-vous expliquer ceci, alors. J'ai lancé l'audio de la réunion du conseil de 2018. La voix de mon père a rempli la pièce. Eleanor a 81 ans. Elle ne comprend pas le monde des affaires modernes. Je propose de réduire ses droits de vote à 10%. L'enregistrement a pris fin. Le silence qui a suivi était absolu. Cet enregistrement. Le visage de Gérald était devenu d'un violet marbré. C'était une discussion privée du conseil à laquelle Eleanor assistait.
J'ai gardé une voix ferme. Elle l'a enregistré, comme c'était son droit en tant qu'actionnaire. Robert Hartley a posé le testament. Son expression était passée de la neutralité à quelque chose de plus dur. Mademoiselle Whitford, voudriez-vous lire le passage pertinent à haute voix? Pour le compte-rendu. J'ai hoché la tête et j'ai pris une inspiration. À ma petite fille, Dulsan Whitford, je lègue 51% de mes parts dans Whitford Property LLC, ainsi que tous les droits de vote qui y sont associés. J'ai marqué une pause, laissant les mots s'installer. Ce legs est fait en pleine connaissance du traitement que mon fils Gérald inflige à Dully. Elle a été exclue, rabaissée et privée d'opportunités, non par manque de capacité, mais par manque de soutien. Miranda a laissé échapper un bruit d'étouffement. Dully n'est pas lente. Dully a été abandonnée. Et je ne permettrai pas aux préjugés de son père de perdurer après ma mort. J'ai regardé directement mon père. Gérald a confondu les diplômes avec le caractère, et les titres avec la valeur. Il a essayé de me dépouiller de mes droits de vote parce que j'avais vu clair en lui. Il a marginalisé Dulce parce qu'elle lui rappelait le genre de personne qu'il refuse d'être. Gérald n'a rien dit. Ses mains, j'ai remarqué, tremblaient. Le testament conclut, j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Je choisis qui la fera avancer. Je choisis Dully. Robert Hartley a retiré ses lunettes de lecture. Jonathan, vous pouvez confirmer que ce document est juridiquement contraignant. Je le peux. Le testament de 2015 est annulé. À compter de ce moment, Dulce Whitford est l'actionnaire majoritaire de Whitford Property. Margaret Coleman a souri discrètement. Richard Holloway et Susan Parker ont échangé des regards. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père me regarder avec autre chose que du mépris. C'était de la peur. Cela ne prouve rien, a dit Miranda. Mais sa voix était devenue cassante. Même si le testament est valide, ce que nous contesterons, Dully n'a aucune expérience des affaires. Elle ne peut pas diriger une entreprise. Je ne demande pas à diriger l'entreprise. Je me suis adressé à l'ensemble du conseil, désormais. Je vous demande d'examiner les faits. J'ai sorti le procès-verbal du conseil de 2018 de mon porte-document. 14 mars 2018. Gérald Whitford a proposé la résolution 2018-07 pour réduire les parts de vote d'Eleanor Whitford de 51% à 10%. Sa justification affichée. J'ai trouvé le passage. La fondatrice n'est plus capable de comprendre les opérations commerciales modernes. C'était sorti de son contexte, a commencé Gérald. La résolution a été rejetée par 2 voix. Celle d'Eleanor et celle de Margaret Coleman. J'ai regardé Margaret. Est-ce exact? Margaret a hoché la tête lentement. C'est exact. Eleanor m'a appelé ce soir-là. Elle était dévastée. Pas à cause de la résolution, elle savait qu'elle échouerait, mais parce que son propre fils avait essayé de lui prendre tout ce qu'elle avait bâti. C'est de l'histoire ancienne, a commencé Gérald. C'est une preuve. Je l'ai coupé. La preuve que ma grand-mère ne souffrait pas d'une capacité diminuée lorsqu'elle a écrit ce testament de 2019. Elle se protégeait de son propre fils. Et elle me protégeait. Robert Hartley a regardé autour de la table. Quelqu'un d'autre possède-t-il une documentation contredisant ce qui a été présenté? Silence. Gérald? La mâchoire de mon père travaillait. Aucun mot n'est venu. Miranda? Ma sœur fixait la table. Sa parfaite assurance s'était complètement brisée. Richard Holloway a pris la parole pour la première fois. Robert, je pense que nous devons suspendre la séance et laisser les conseillers juridiques examiner ces documents. D'accord. Hartley a vérifié sa montre. Nous reprendrons dans 15 minutes. Jonathan, veuillez rester disponible. Les membres du conseil se sont levés. Des conversations ont éclaté à voix basse. Gérald n'a pas bougé. Il est resté figé, fixant le portrait de sa mère sur le mur. Je me suis demandé s'il pouvait la sentir l'observer. Les 15 minutes se sont étirées en 45. Le conseiller juridique du conseil, un homme mince nommé Patterson que je n'avais jamais rencontré, a passé tout son temps au téléphone avec Morrison et Blake, Chase Private Client, et le bureau des archives de l'État de New York. J'étais assise seule en bout de table. Jonathan Ellis m'a apporté un verre d'eau.
Margaret Coleman m'a tapoté l'épaule en passant. Gérald et Miranda se sont regroupés dans un coin, leur discussion murmurée devenant de plus en plus animée. Enfin, Patterson est revenu à la table et a chuchoté à l'oreille de Robert Hartley. L'expression de Hartley a changé, surprise, puis résignation. « Veuillez prendre place. » Les membres du conseil sont retournés à leurs chaises. La tension dans la pièce s'était cristallisée, devenant presque palpable. Notre conseiller juridique a confirmé ce qui suit, a lu Hartley d'après ses notes. Le testament présenté par Mademoiselle Whitford est valide selon la loi de l'État de New York. Il remplace tous les documents testamentaires précédents. Avec effet immédiat, Dulsan Whitford détient 51% des parts de Whitford Property. Quelqu'un a pris une inspiration brusque. De plus, a continué Hartley, en tant qu'actionnaire majoritaire, Mademoiselle Whitford a le droit de proposer des motions au Conseil, y compris sur des questions relatives à la direction exécutive. Il m'a regardé. Mademoiselle Whitford, avez-vous des motions que vous souhaitez soumettre? Je me suis levé. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix restait ferme. J'ai une motion. Gérald s'est levé de son siège. Robert, c'est. Assieds-toi, Gérald. La voix de Hartley portait un acier inattendu. Mademoiselle Whitford a la parole. Gérald s'est rassis. Son visage était devenu gris. J'ai regardé autour de la table ces 12 personnes qui, il y a encore une heure, ne m'avaient jamais jugé capable de quoi que ce soit. Maintenant, ils attendaient ma décision. Le pouvoir de détruire la carrière de mon père était entre mes mains. J'ai pensé à ce que ma grand-mère aurait voulu. Et j'ai fait mon choix. Je ne propose pas de révoquer Gérald Whitford de son poste de PDG. La tension dans la pièce a basculé. La tête de Miranda s'est redressée d'un coup. Même Margaret a semblé surprise. Ce que je propose, ai-je continué, c'est un vote de confiance. Le Conseil décidera si Gérald Whitford conserve sa confiance en tant que PDG de Whitford Property. Si la majorité vote la défiance, il démissionne. Si la majorité vote la confiance, je n'interférerai pas avec la direction opérationnelle pendant mon mandat d'actionnaire majoritaire. C'est absurde. Miranda s'est levée. Tu transformes cela en spectacle, en un fantasme de vengeance. Non. J'ai croisé son regard. C'est de la gouvernance d'entreprise. Le même processus qui existe dans toute entreprise bien gérée. Le même processus que grand-mère Eleanor a établi dans nos statuts il y a 40 ans. J'ai marqué une pause. Si papa a la confiance du conseil, il n'a aucune raison de s'inquiéter. Robert Hartley m'a étudié pendant un long moment. Quelque chose ressemblant à du respect a brillé dans son expression. Y a-t-il quelqu'un pour appuyer cette motion? J'appuie, n'a pas hésité Margaret Coleman. Alors, nous allons voter. Que tous ceux qui expriment leur confiance en Gérald Whitford comme PDG lèvent la main. 4 mains se sont levées. Les alliés de Gérald. Des gens qui devaient leur siège au conseil à ses recommandations. Que tous ceux qui expriment leur défiance se manifestent. 7 mains se sont levées. Robert Hartley a compté 2 fois. Puis il a posé son stylo. La motion est adoptée par 7 voix contre 4, avec une abstention. Il s'est tourné vers Gérald. Monsieur Whitford, le Conseil a voté la défiance. Conformément à l'article 14.3 de nos statuts, vous avez 30 jours pour remettre votre démission. Gérald n'a rien dit. Il s'est levé, m'a regardé. M'a regardé vraiment. Pour la première fois de ma vie, je m'attendais à de la rage, de la haine, des menaces. Ce que j'ai vu était pire. De la reconnaissance. La compréhension qu'il m'avait si complètement sous-estimé qu'il avait tout perdu. Il est sorti sans un mot. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Pourquoi ne l'a-t-elle pas simplement licencié? Pourquoi lui donner une chance de garder son emploi? Parce que la vengeance n'est pas la justice. Parce que détruire quelqu'un n'efface pas ce qu'il vous a fait. Et parce que ma grand-mère ne m'a pas élevé pour être cruelle, elle m'a élevé pour être juste. Si cela vous parle, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et activez les notifications, car l'histoire n'est pas finie. Loin de là. Maintenant, retour à ce qui s'est passé après que la salle de conseil s'est vidée. Gérald m'a rattrapé dans le couloir privé à l'extérieur de la salle de conseil.
Priscilla était avec lui. Quelqu'un avait dû l'appeler pendant la suspension. Son visage était marqué par les larmes, son mascara coulait sur ses joues. Toi. La voix de Gérald était à peine contenue. Espèce d'ingrate, de manipulatrice. Gérald. Priscilla a posé une main sur son bras. Pas ici. Pas ici? Elle vient de détruire notre famille devant 12 personnes. Je suis resté ferme. Je n'ai rien détruit. J'ai dit la vérité. La vérité? Gérald a ri amèrement. Ta grand-mère était manipulée. Cet avocat, Ellis, il a dû. Grand-mère Eleanor a écrit ce testament 5 mois après que tu as essayé de la dépouiller de son pouvoir, parce qu'elle a vu exactement qui tu es. Ma voix n'a pas tremblé. Tu n'as pas perdu parce que je t'ai trahi. Tu as perdu parce que tu l'as trahi, elle. Priscilla a fait un pas en avant. Dulce, ma chérie, tu dois comprendre. Nous essayons de te protéger. Tu as toujours eu des difficultés. Nous ne voulions pas te mettre de pression. Vous ne m'avez pas protégé. Vous m'avez effacé. 28 ans de silence se sont cristallisés en mots. Chaque dîner de Noël, chaque photo de famille, chaque conversation où vous parliez des succès de Miranda en prétendant que je n'existais pas. Ce n'était pas de la protection. C'était de l'abandon. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'était pas juste. J'ai croisé le regard de ma mère. J'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que j'étais digne de cette famille. J'ai fini de prouver. Les documents parlent d'eux-mêmes. Gérald m'a saisi par le bras. Ce n'est pas fini. Nous contesterons ce testament. Vraiment? Je me suis dégagé. Vous perdrez. Et vous le savez. Parce que grand-mère Eleanor avait prévu chaque éventualité, y compris celle-ci. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère. Dulce, attends. Je n'ai pas attendu. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de leur permission pour partir. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur les visages de mes parents. Je me suis appuyé contre le mur d'acier brossé, m'autorisant enfin à respirer. L'adrénaline qui m'avait porté pendant les 2 dernières heures commençait à refluer, laissant place à quelque chose d'inattendu. Ni du triomphe, ni de la satisfaction. Du chagrin. Je venais de trancher 28 ans d'espoir que les choses changent, de croyance qu'en étant assez patiente, assez calme, assez sage, mes parents finiraient par me voir, et m'aimer comme ils aimaient Miranda. Cet espoir était mort, désormais. Je l'avais tué moi-même. L'ascenseur a descendu 42 étages. Le temps qu'il atteigne le hall, j'avais essuyé mes yeux et réajusté mon blazer emprunté. Jonathan Ellis attendait près du bureau de sécurité. C'était. Il a cherché ses mots. Remarquable. C'était nécessaire. Votre grand-mère serait d'accord. Il a emboîté le pas alors que je marchais vers la sortie. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je rentre chez moi, je dors, et j'essaie d'imaginer à quoi ressemble ma vie sans la famille que je pensais avoir. Et l'entreprise. Je ne veux pas être PDG. Je n'en ai jamais eu envie. Nous nous sommes arrêtés aux porte-tambours. Je veux juste que l'entreprise que ma grand-mère a bâtie soit dirigée par des gens qui s'en soucient vraiment, pas par des gens qui la voient comme leur héritage personnel. Ellis a hoché la tête lentement. Le conseil voudra vous rencontrer, discuter des plans de transition, et de votre rôle à l'avenir. Je sais. Mais pas aujourd'hui. J'ai poussé la porte, senti le soleil de Manhattan frapper mon visage. Aujourd'hui, j'ai juste besoin d'être du Lee Whitford. Ni une actionnaire, ni une victime, ni un symbole. Et demain. J'ai regardé en arrière vers la Whitford Tower, 42 étages de verre et d'acier portant le nom de ma famille. Demain, je commence à bâtir quelque chose de nouveau. 19 mai 2024. Gérald Whitford a signé sa lettre de démission à 16 heures. Je n'étais pas là. Je l'ai appris par un email de Robert Hartley. Mademoiselle Whitford. Votre père a remis sa démission, effective au 15 juin 2024. Le conseil m'a nommé PDG par intérim le temps de mener une recherche pour une direction permanente. De plus, le conseil a voté pour vous proposer un poste officiel, conseillère stratégique auprès du conseil.
Ce rôle vous permettrait de participer aux décisions majeures pendant que vous déterminez votre relation à long terme avec l'entreprise. Merci de me faire part de vos réflexions. Cordialement, Robert Hartley. J'ai lu l'email 3 fois. Par habitude. Puis je l'ai transféré à Jonathan Ellis pour examen. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Offre équitable. Pas de piège caché. Félicitations, Dulce. Ce soir-là, un email a été envoyé à tout le personnel de l'équipe Whitford Property. À compter du 15 juin, Gerald Whitford quittera ses fonctions de PDG. Robert Hartley assurera l'intérim. De plus, le conseil accueille Dulce Whitford en tant que conseillère stratégique, en sa qualité d'actionnaire majoritaire. Nous remercions Gerald pour ses années de service et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Mon téléphone a vibré de messages. Des collègues à côté desquels j'avais travaillé pendant 2 ans, des gens qui n'avaient jamais appris mon nom, voulaient soudainement prendre un café, renouer contact, prendre des nouvelles. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Mais un message est sorti du lot, celui de Patricia Morale, une assistante de direction qui avait commencé dans l'entreprise en 1987, et qui avait travaillé directement avec ma grand-mère. Dully, Eleanor parlait de toi constamment. Elle disait que tu voyais des choses que les autres manquaient. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue au conseil. Elle serait si fière. J'ai sauvegardé ce message. Certaines validations ne viennent pas de la famille. Parfois, c'est mieux ainsi. Une semaine plus tard, l'histoire est devenue publique. Dans le New York Business Journal, remaniement chez Whitford Property. La petite fille de la fondatrice prend le contrôle après la découverte d'un testament secret. L'article ne me nommait pas directement et les lois sur la confidentialité des entreprises l'empêchaient, mais n'importe qui dans les cercles immobiliers de Manhattan savait exactement de qui il s'agissait. Dans un revirement dramatique, l'héritière présomptive de l'empire Whitford Property a été évincée par un membre de la famille jusque-là inconnu. Des sources proches du conseil ont décrit la transition comme attendue depuis longtemps, citant des inquiétudes concernant le style de gestion de l'ancien PDG. Gerald et Priscilla ont annulé leur apparition au gala du Metropolitan Museum. Raison de santé, selon leur attaché de presse. 3 partenaires d'investissement ont demandé des réunions avec moi personnellement, pas avec mon père, pas avec le conseil, mais avec moi. 2 d'entre eux, après une conversation d'1 heure chacun, ont confirmé qu'ils poursuivraient leur relation avec Whitford Property. Nous avions des inquiétudes concernant la direction de Gerald depuis des années, a admis l'un d'eux. Votre grand-mère a bâti quelque chose de spécial. C'est bien de voir sa vision protégée. Les retombées sociales se sont propagées. Des amis de mes parents se sont soudainement souvenus d'engagements préalables. Les invitations à des événements caritatifs se sont taries. Le nom Whitford, qui ouvrait autrefois toutes les portes de l'Upper East Side, portait désormais un astérisque. Je n'ai pas célébré leur humiliation, mais je ne l'ai pas pleuré non plus. Margaret Coleman m'a appelé samedi matin. Comment tiens-tu le coup? Je ne sais pas encore. Redemandez-moi dans 6 mois. C'est juste. Une pause. Eleanor aurait géré les choses exactement de la même manière. Tu sais, le vote de confiance au lieu du licenciement sec, lui donnait une chance qu'il ne méritait pas. Elle a ri doucement. Elle disait toujours que la pitié était le mouvement de pouvoir ultime. J'ai réfléchi à cela pendant longtemps après avoir raccroché. La pitié n'était pas de la faiblesse. La pitié était un choix. Et pour la première fois, le choix m'appartenait. 8 juin 2024. 3 semaines après la réunion du conseil, mon téléphone a sonné à 14 heures. Dulce. La voix de ma mère semblait plus fragile que je ne l'avais jamais entendue. Pouvons-nous parler? Juste nous deux. J'ai accepté de la rencontrer dans un café de Midtown. Terrain neutre. Aucune chance de voir Gerald apparaître avec des avocats. Priscilla était déjà là quand je suis arrivé. Elle paraissait plus vieille, d'une certaine manière. Son maquillage soigné ne pouvait cacher l'épuisement en dessous. Merci d'être venu. Elle a serré ses mains autour d'une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Je sais que je ne le mérite pas. Qu'est-ce que tu veux, maman? M'excuser. Le mot est sorti brisé. Pour tout. Pour la façon dont nous t'avons traité. Pour les choses que nous avons dites. Pour celles que nous n'avons pas dites. Tu t'excuses parce que tu regrettes ou parce que tout a changé.
Elle a tressailli. La question est restée suspendue entre nous comme de la fumée. Les deux, a-t-elle finalement admis? J'ai honte de le dire, mais c'est les deux. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'étais tellement concentré sur le succès de Miranda, sur le maintien des apparences. Je me disais que nous te protégions d'attentes que tu ne pouvais pas combler. Mais c'était un mensonge. Je me disais cela pour ne pas avoir à me sentir coupable. Tu as laissé papa me traiter de vaurien devant la famille, devant des partenaires d'affaires. Tu ne m'as jamais défendu, pas une seule fois. Je sais. Une larme a coulé sur sa joue. Je le sais, et je ne pourrai jamais l'effacer, mais du lit. Je ne veux pas te perdre totalement. Je ne sais pas si c'est encore possible, mais je devais essayer. J'ai regardé cette femme qui avait été ma mère pendant 28 ans, qui m'avait tressé les cheveux enfant, et avait oublié mon anniversaire une fois adulte. Je ne peux pas faire comme si les 20 dernières années n'avaient pas existé, ai-je dit lentement. Mais je suis prête à essayer de bâtir quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Ce n'était pas du pardon, mais c'était un début. Août 2024, 2 mois plus tard. Miranda a appelé alors que je marchais dans Central Park. J'ai failli ne pas répondre. Du lit, je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pouvons-nous nous voir? Il y a quelque chose que je dois te dire. Nous nous sommes assises sur un banc près de la fontaine Bethesda. La chaleur d'où pesait comme un fardeau. Miranda paraissait différente. L'armure de perfection qu'elle avait portée toute sa vie s'était fissurée. Des cernes sous les yeux, ses cheveux attachés négligemment. Je suis une thérapie, a-t-elle dit sans préambule. Depuis mai. 3 fois par semaine. C'est une bonne chose. C'est brutal. Elle a ri sans joie. Il s'avère qu'être l'enfant prodigue n'est pas vraiment un cadeau. C'est juste une autre forme de cage. J'ai attendu. Papa attendait de moi que je sois parfaite. Chaque note, chaque accomplissement, chaque prix n'était jamais suffisant. C'était juste le point de départ pour la suite. Elle a fixé la fontaine. Et la façon dont il te traitait. Je me disais que c'était juste comme ça. Que tu étais différente. Que je te protégeais en ne les défiant pas. Tu ne me protégeais pas. Non. Je me protégeais moi-même. Parce que si je te défendais, je devenais une cible aussi. Elle m'a enfin regardé. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. Qu'est-ce que tu attends de moi, Miranda? Rien. Je ne mérite rien. Sa voix a craqué. Je voulais juste que tu saches. Je te vois maintenant. Je te vois vraiment. Et je suis désolé de ne pas avoir regardé plus tôt. Nous sommes restés assises en silence. Deux sœurs qui avaient grandi dans la même maison comme des étrangères. Je ne peux pas revenir à ce qu'on était, ai-je fini par dire. Mais je ne tiens pas à rester ton ennemi non plus. Peut-être qu'on peut repartir de zéro. Les yeux de Miranda se sont remplis de larmes. J'aimerais beaucoup. Ce n'était pas la relation fraternelle dont j'avais rêvé enfant, mais peut-être cela pourrait devenir quelque chose de réel. Novembre 2024, 6 mois après la réunion du conseil. J'ai emménagé dans mon propre appartement à Brooklyn Heights. Un 2 pièces, dans un immeuble d'avant-guerre, avec une vue sur le pont que ma grand-mère avait traversé pour rejoindre son premier bureau en 1965. Le loyer était plus élevé que tout ce que j'avais payé auparavant, mais je pouvais me le permettre maintenant. Mon nouveau salaire en tant que directrice du développement durable chez Whitford Property, 185 000 € par an, plus les dividendes de mes parts. Le titre était mon idée, une nouvelle division axée sur les pratiques de construction écologique, l'immobilier durable, et les évaluations d'impact environnemental, le genre d'innovation que ma grand-mère aurait défendu si elle avait vécu pour le voir. Gérald appelait une fois par mois, désormais. Des conversations courtes, polies. Il demandait des nouvelles de la météo, de mon nouvel appartement, du travail. Nous faisions tous les deux semblant que le passé n'avait pas existé. C'était plus facile comme ça. Priscilla et moi déjeunions toutes les 2 semaines. Lentement, maladroitement, elle apprenait à me voir comme une personne plutôt que comme un problème. Ce n'était pas la relation mère-fille dont j'avais rêvé, mais c'était honnête, ce qui était plus que tout ce que nous avions jamais eu. Miranda et moi prenions parfois un café le week-end.
Nous apprenions à nous connaître, vraiment, pour la première fois. Elle m'a parlé de la pression qu'elle avait portée. Je lui ai parlé de la solitude. Aucune de nous ne prétendait que le passé était acceptable, mais nous écrivions une nouvelle histoire. Sur le mur de mon appartement, j'avais accroché le portrait de ma grand-mère, le même qui avait veillé sur la salle de conseil pendant 40 ans. Parfois, quand la lumière du soir le frappait juste comme il faut, je pouvais presque la voir sourire. « Tu as réussi, grand-mère. Je pensais que tu m'avais donné les outils. Je devais juste être assez courageuse pour les utiliser. Il y a 6 mois, j'étais invisible. Maintenant, j'étais enfin pleinement moi-même. En regardant en arrière, je comprends aujourd'hui quelque chose que je n'aurais pas pu comprendre à 27 ans. Ma grand-mère ne m'a pas laissé 51% de son entreprise parce que j'étais meilleur que Miranda. Elle me les a laissés parce qu'elle savait que je ne laisserais pas le pouvoir me corrompre comme il avait corrompu mon père. La dyslexie n'est pas mon défaut. Elle fait partie de qui je suis, comme ma mémoire visuelle, ma patience, et ma capacité à voir des schémas là où les autres ne voient rien. Les choses qui me rendaient lente aux yeux de mes parents étaient les mêmes qui me permettaient de voir la vérité quand tous les autres détournaient le regard. Gérald jugeait la valeur par les références, les diplômes, et la performance. Éléanore jugeait la valeur par le caractère, la gentillesse, et la façon dont on traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et maintenant, enfin, je peux juger de ma propre valeur. Non pas par ce que disent mes parents, non pas par ce que ma sœur a accompli, ni par ce que n'importe quel inconnu sur Internet pense. Mais par mon propre standard, ma propre mesure, et ma propre vérité. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous avez déjà été celui qu'on ignore, celui qu'on rejette, celui dont on disait qu'il ne ferait jamais rien de sa vie, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un héritage secret pour prouver votre valeur. Mais vous devez vous donner la permission d'arrêter de chercher l'approbation de personnes qui ne vous la donneront jamais. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles vous permettent de décider qui a accès à votre vie, et selon quelles conditions. Ma famille m'a blessé pendant 28 ans, mais je n'ai pas eu besoin de leur rendre l'appareil pour trouver la paix. J'avais juste besoin d'arrêter d'attendre qu'ils me voient, et de commencer à me voir moi-même. C'est cela, le véritable héritage que ma grand-mère m'a laissé. Et personne ne pourra jamais me l'enlever. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a rappelé que votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui n'ont pas su la voir, je veux vous entendre. Abonnez-vous, activez la cloche, et laissez un commentaire pour me raconter votre histoire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur des gens ordinaires qui ont trouvé le courage de se défendre, consultez le lien dans la description. Merci d'être là. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.